À la une ce soir, l'association Culture d'Enfance a été contrainte de fermer une crèche au Gosier et une autre à Lamentin. Les parents sont choqués, les employés sont désemparés. Nos reportages et les explications de maître Myriam Massingo sur cette affaire qui cache des actes comptables douteux. Les surveillants de prison ne décolèrent pas. Ce matin, ils ont perturbé le fonctionnement de l'établissement de Bemao. Ils veulent que le détenu qui a ébouillanté un de leurs collègues soit transféré. Le mouvement pourrait être reconduit demain. 209 lycéens entrepreneurs en herbe ont donné au lycée de Port-Louis les premiers coups de manivelle du concours Entreprendre en lycée. ATV était sur place pour voir tous ces jeunes grimper les premières marches de la créativité. Et la ville de Petit-Bourg prend de l'avance. Le maire a inauguré ce matin le passage au numérique de plusieurs établissements. La commune et l'académie veulent mettre la révolution numérique au service de l'apprentissage. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il pourrait s'agir d'un important scandale de détournement de fonds publics dans un milieu qui aurait dû être à l'abri de ce genre de comportement. À Gosier et à Lamentin, deux crèches gérées par plusieurs membres d'une même famille ont dû fermer leurs portes jeudi dernier. Placée en redressement judiciaire, l'association cumulerait quelques 2,5 millions d'euros de dettes. Ce matin, les parents d'élèves étaient invités à récupérer les effets personnels de leurs enfants. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Ce matin, les parents de cette structure multi-accueil abritant la crèche de l'association Culture d'Enfance étaient invités à se rendre sur les lieux, non pas pour y laisser leurs enfants, mais au contraire pour récupérer les effets personnels de ces derniers. Un coup dur également pour le personnel. Donc aujourd'hui, nous sommes là parce que le mandataire judiciaire, suite à la liquidation, a autorisé les représentants du comité d'entreprise à ouvrir la structure pour que les parents puissent récupérer les effets personnels de leur enfant, chose qu'ils n'avaient pas pu faire auparavant. Donc il y avait encore des enfants qui avaient des doudous dans la structure, etc. Les salariés aussi avaient leurs effets personnels, donc il fallait vider les vestiaires. Ça fait plus de 3 mois que les salariés n'ont pas perçu de salaire, donc elles sont vraiment dans l'attente. Donc là actuellement, le dossier est géré par le mandataire judiciaire. Pour ces parents, l'heure est à la débrouille pour trouver une solution alternative à cette fermeture judiciaire inattendue. Bon, ça nous embête assez fortement parce que on n'avait pas prévu une fermeture aussi subite. Donc là, on fait avec les mamies, tati et un peu du travail de sa mère dans une autre école. Donc bon, on essaye de faire avec quand même. Elle entrait toute seule à la crèche, elle allait s'amuser avec les autres. Donc non, pour nous c'était quelque chose qui allait vraiment qui allait perdurer. Alors vous arrivez un matin, vous déposez votre enfant à la crèche, comme tous les matins, et vous trouvez la crèche porte close. Les employés sont dehors. Aucune information de la direction, aucune information de l'administrateur. Simplement, le personnel et les employés présents vous indiquent que la crèche est fermée. Jusqu'à ce jour, moi, je n'ai pas reçu d'information officielle me disant que la crèche allait fermer. Je n'ai eu les informations que grâce au collectif de parents que nous avons monté avec le personnel. Je tiens à remercier le personnel pendant que j'y suis, parce que le personnel n'a pas été payé pendant 2 mois. Pour l'heure, aucune solution n'a été envisagée pour ces 20 salariés. La structure qui accueillait entre 40 et 50 familles a donc été liquidée judiciairement le 17 novembre et cumule à ce jour un peu plus de 2,5 millions de dettes. Une décision qui fait suite à la mise en redressement judiciaire de l'association Culture d'Enfance le 13 octobre dernier par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Et puis à Lamentin, même désolation, le maire Jocelyn Sapoty a reçu ce matin le personnel et les parents d'élèves inscrits justement dans cette crèche. Il a tenté de les rassurer car un diamant s'est rendu sur place. Inquiétude et incompréhension pouvaient se lire ce matin sur les visages de ces parents qui aujourd'hui voient leur quotidien chamboulé par la fermeture de la crèche Marcel Cheval. Aujourd'hui, je me retrouve à la veille des fêtes de fin d'année, en plein mois de novembre, sans mode de garde pour mon fils. Et c'est pas seulement que la crèche qui est impactée, j'ai aussi mon fils qui était en centre de loisirs avec cette structure. Et donc je n'ai plus de centre de loisirs ni de crèche. Voilà, donc pour retrouver une école, une crèche ou une garderie à l'heure actuelle, toutes les inscriptions sont clôturées et je dois aller travailler. Pour les 46 salariés de la structure d'accueil, il s'agissait d'exprimer leurs craintes après 3 mois de salaire non perçu. Crèche à Lamentin, c'est une crèche qui est en association avec la Culture d'Enfance. Et Culture d'Enfance qui est gérée par la famille Gabali, ils ont prononcé liquidation judiciaire le 17 novembre.
parce qu'elle tenait en situation de cessation de paiement et bon, nous arrivons à cette situation-là. Ça qui a fait qu'aujourd'hui, là, ni pour toute association, là, ça, près de 46 salariés qui ont trouvé en chômage économique. De son côté, la municipalité s'est voulue rassurante quant à l'avenir des salariés et des enfants qui quotidiennement fréquentaient l'établissement. Non seulement je comprends à la fois les parents des enfants et aussi le personnel, mais je les soutiens. Et je suis dans une démarche pour faire en sorte que les parents puissent trouver rapidement les moyens de faire garder leurs enfants et que le personnel soit retenu dans leur emploi. Nous avons lancé une procédure déjà, et mon personnel est là pour l'expliquer, de façon à trouver un repreneur. Nous avons des candidats, donc nous allons sélectionner le mieux disant, comme on dit, et très rapidement, dans une procédure d'urgence, il y aura un repreneur dans des conditions qui respectent la loi, c'est-à-dire la reprise avec le personnel, et aussi pour l'ensemble et la globalité des enfants qui sont gardés par cette crèche. Un délai de 2 à 3 mois sera donc nécessaire pour de nouveau assurer la prise en charge des enfants et celle des employés. Et pour tenter d'y voir plus clair sur cette affaire, Maître Massingo nous a rejoint sur ce plateau. Maître Massingo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez justement la majeure partie des salariés de ces 2 crèches gérées par cette association. La dette aujourd'hui s'élève à près de 2,5 millions d'euros. Chaque année, la crèche par exemple, de Montauban recevait une dotation de la mairie du Gosier de plus de 400 000 euros. 460 000. Comment cette structure est-elle arrivée là? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Comment effectivement une structure qui reçoit des subventions et qui est connue sur le Gosier pour recevoir quasiment la majorité, la totalité des subventions disponibles et que peut offrir la mairie du Gosier, comment elle en arrive à cette situation? Et ce qui a le plus étonnant, c'est que finalement cette situation, on découvre qu'elle n'est pas nouvelle, puisque le montant que vous exprimiez, qui est de 2,5 millions, c'est pas celui du tout qui a été dit par l'association quand ils ont demandé le redressement le 2 octobre. Ils ont déclaré une dette de 330 000 euros. Et c'est en faisant des investigations et que le liquidateur a cherché qu'il découvre en fait que la dette et le passif est de 2,5 millions. Il y a beaucoup d'anomalies détectées justement dans cette affaire. La lecture du bilan comptable fait état de beaucoup de salaires aux sommes astronomiques, des primes à 6 chiffres. Est-ce légal de s'octroyer par exemple ce genre de salaire lorsque vous avez des auxiliaires de crèche qui touchent aux alentours de 1 500 euros tous les mois bruts? Le jugement de liquidation dit qu'il y a des mouvements, pour bien caler à la phrase, ils ont relevé des flux financiers non justifiés et anormaux entre structures. Alors effectivement, il est dit que aussi les salaires des dirigeants étaient astronomiques. Il est vrai que, et ce dont se plaignent les salariés, c'est qu'elles touchent aux alentours de 1 100 euros net. Et pour beaucoup, elles ont 7 ans d'ancienneté, donc c'est pas très loin du SMIC. Et oui, un montant de salaire, oui, c'est légal. Mais bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que la majorité des salariés touchent aux alentours du SMIC après 7 ans d'ancienneté? Est-ce que c'est moral surtout? Que risque cette famille qui dirige ces crèches à Gosier, à Lamentin, aussi aux Abîmes et à Moulins? Que risque-t-elle? Pour l'instant, la justice fait son travail. Quelle démarche qui a été entamée justement par les salariés? Pour l'instant, les salariés, je peux vous dire, pour les avoir encore vus ce matin, moi je suis plutôt pour les salariés du Gosier. Les salariés ce matin étaient abasourdis encore parce qu'elles revenaient, on va dire, sur les lieux du crime, réouvrir les portes pour donner aux parents et les doudous qui avaient été laissés dans la crèche, parce que ça peut paraître anecdotique, mais vu comment la crèche a été fermée du jour au lendemain, sans prévenir, sans prévention humaine vis-à-vis des salariés ou des parents, donc c'est ce qui s'est passé. Et vous aviez des salariés qui étaient
choquées. Il y en a une qui me disait qu'elle n'arrive toujours pas à dormir, qu'elle était au bord des larmes. Il y en a qui sont dans des situations financières critiques, qui ont été obligées de remettre leur voiture, qui ne peuvent plus payer le loyer, des factures de téléphone, qui n'ont plus de téléphone. Donc elles sont dans des situations économiques et humaines très douloureuses. Et peuvent-elles se retourner justement contre les présidents de cette association qui gère ces crèches? Rien que le fait de ne pas avoir été avertis au préalable de ce désagrément pour eux, pour leurs enfants? Juridiquement, c'est un préjudice moral qui effectivement peut être indemnisé si on entame une procédure prud'homale. Mais là, que veulent-elles aujourd'hui, ces familles? Là, pour l'instant, ce qu'elles veulent, c'est avoir leur salaire parce qu'elles n'en ont toujours pas eu depuis fin août. Et pour ce qui est de la question du préjudice, pour l'instant, elles veulent comprendre et elles veulent savoir pourquoi on en est arrivé là quand un jugement de liquidation dit sur le gosier, pour le gosier, l'exploitation du site du gosier n'était pas déficitaire. Donc, il faut se mettre à leur place. Elles n'ont pas eu de salaire depuis fin août, elles perdent leur emploi et en même temps, sur un jugement, la justice dit ben, vous savez quoi? Là où vous travaillez, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté économique, mais vous allez être licencié pour motif économique. Il y a une sorte de paradoxe qui est assez incompréhensible. Et après, c'est à la mairie, il faudrait que la mairie aussi du gosier, c'est plutôt à elle, en fait, quelque part. La légitimité d'une action possible, c'est plutôt à elle, parce que ce sont ses fonds. Et dans ce jugement, qu'est-ce qu'il apparaît? On nous dit que les fonds du gosier, plus de 400 000 € chaque année, ont servi à l'exploitation des crèches de Lamentin et Abîme. Que deviendront ces familles aujourd'hui dans les semaines, mois à venir? Les familles et les salariés sont pour l'instant dans l'expectative. Ils ont tous un rendez-vous avec la mairie mercredi soir pour trouver des solutions, mais autant dire que pour l'instant, sans être négatif, pour l'instant, les perspectives de reprise de la crèche, c'est pas pour du court terme, parce que vu comment la crèche a été fermée, vous savez, liquidation ne veut pas dire fermeture administrative. Le jour où ça a été fermé, le jeudi matin à 7h, et que tout le monde arrive avec son enfant sur le bras ou bien son sac à main pour entrer à son travail, le jugement de liquidation n'avait pas été prononcé. Ce sont les dirigeants qui ont décidé de laisser fermer les portes. Ils n'ont eu le jugement que la semaine d'après de liquidation. Donc, ils ont décidé de fermer comme ça. Et quand on ferme comme ça, on empêche la mairie de mettre en place en urgence des moyens pour permettre à la crèche de rester ouverte et de permettre à un repreneur de venir de façon sereine. Donc là... Maître Massingo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir concernant cette affaire. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Direction la Martinique, où ça fait déjà 47 jours qu'une partie du personnel du Parc national est en grève. Aucune issue ne semble se profiler. Les grévistes ont tenté un coup de force ce matin au siège de la collectivité territoriale de Martinique. Les explications sont signées Guy-Raphaël René. On regarde ensemble. Pas de barrage ni de piquet de grève devant les locaux du parc naturel. Aujourd'hui, les grévistes ont mené une opération escargot jusqu'à la CTM. Une partie de la délégation a pu pénétrer dans la collectivité, malgré le filtrage à l'entrée. Je dis à nous venir encore une fois pour dire, M. Marie-Jeanne, nous bisons, oui, pas d'avoir ni un problème de harcèlement moral, de chantage à l'emploi, de vagabondage, du fait de M. Louis Boutrin en disant parc naturel régional là. C'est pour ça que les camarades rentrent, malgré qu'ils ont fait tout pour nous partir rentrer, pour nous demander un rendez-vous. Et M. Marie-Jeanne, depuis plusieurs coups, qui a fait un rendez-vous là, pour nous prendre rendez-vous, pour nous parler de ces batailles-là, et puis M. Marie-Jeanne, qui est président de l'exécutif Martinique. Des manifestants qui se disent prêts à dormir dans le hall de la collectivité tant qu'ils n'auront pas obtenu ce rendez-vous avec le président de l'exécutif. Au même moment, les deux syndicats de non-grévistes, à savoir la CFDT et Force ouvrière, étaient en réunion à Bellevue. Un certain nombre d'individus ont essayé de considérer que la CFDT venait contre quelqu'un, ce qui est faux. Et justement, c'est tellement faux que nous ne sommes ni contre un syndicat, ni contre un employeur, là non plus.
où il s'agissait de faire le point sur la situation après leur rencontre avec Louis Boutrin vendredi dernier et avec Ronald Brittmer quelques jours avant. Et qui a fait ressortir que 2 points qui étaient très importants pour lui, c'était le fait qu'il soit remis à disposition du centre de gestion et qu'il y ait une requalification des sanctions disciplinaires. Nous avons rencontré Monsieur le Président Louis Boutrin vendredi avec une délégation assez forte de la CFDT. Et il nous a dit que même si effectivement des gens avaient dit qu'ils ne voulaient plus de lui, il prenait de la hauteur et qu'il était prêt à échanger de façon positive, au moins sur ces points-là. Apparemment, encore bon matin, il a dit que même si le président a trouvé un entente et puis DGA, qu'il va continuer parce qu'il n'a pas parlé de souffrance à un travail au port. Mais nous tous savons que ça a toujours existé au port. Même moi, je subi pendant 8 mois, je suis lancé. Je déplacé moi, je suis poste, je tiré moi, et pendant 8 mois, je n'ai rien à faire sans moi, je suis tourné. Je vais crier tous ces collègues-là qui laissent, entre guillemets, subir lavage de cerveau, la manipulation, de ressaisir parce que les outils travaillent nous dans un mauvais espace. Après l'échec d'une première tentative auprès de Louis Boutrin, la CDMT a sollicité cette fois le préfet pour assurer une médiation dans le conflit. La préfecture aurait pris note de la demande mais attendait que tous les barrages soient levés devant les locaux du parc naturel. Et puis retour en Guadeloupe où les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en colère. Ce matin, ils ont bloqué l'établissement pénitentiaire de Fonsaraï à Bemao. Ils réclament des mesures urgentes pour faire face aux agressions répétées commises par des détenus. Il y a 10 jours, depuis sa cellule, un détenu avait jeté de l'huile bouillante sur un gardien. Écoutez la réaction du représentant CGT pénitentiaire Éric Pétillaire, interrogé par Karen Diama. En premier lieu, nous mobilisons parce qu'on a un collègue qui s'est fait bouillanter par un détenu qui a été condamné à 8 ans. Et ce détenu-là est encore dans notre établissement, ce qui veut dire que nous ne voulons plus servir à manger à ce détenu, bien qu'il soit au quartier disciplinaire. Mais il est inacceptable qu'un détenu qui a ébouillanté notre collègue soit encore dans notre établissement. Ça fait des années qu'on se mobilise pour dire les mêmes choses, mais on ne va pas lâcher l'affaire parce que nous n'avons pas le droit de grève. Nous avons le droit de nous mobiliser. Tout simplement. Et quand on se mobilise, l'administration nous met tout de suite devant les faits accomplis. Ça veut dire que, vu que nous sommes sur un statut spécial, on peut être sanctionné. Donc, ils font jouer la sanction. Mais aujourd'hui, sanction ou pas sanction, nous voulons que ces détenus s'en aillent. Point barre. Et on a dit au DI, au directeur interrégional qui se trouve en métropole, le détenu doit partir. Donc, il nous a promis que ce détenu devait partir demain matin. S'il ne part pas demain matin, bien on reconduira cette mobilisation. On empêchera tout mouvement administratif, ça veut dire les extractions des détenus vers le palais de justice. Et on va bloquer l'institution. Un mouvement de protestation également suivi à l'île Sœur en Martinique. Et en bref, le glyphosate autorisé pour 5 années supplémentaires dans l'Union européenne. Les représentants des 28 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord aujourd'hui. Ils ont voté leur renouvellement pour 5 ans de la licence de glyphosate, l'herbicide très controversé de l'entreprise Monsanto. Emmanuel Macron, le président de la République, a réagi en promettant son interdiction en France au plus tard dans 3 ans. Et puis comment vivre une sexualité épanouie et sans prendre de risques? Aujourd'hui, les centres de protection maternelle et infantile de la Guyane avaient ouvert leurs portes au public pour répondre aux inquiétudes de chacun. Reportage Pierre Tréfou. Pour cette 3e édition des portes ouvertes des centres de protection maternelle et infantile, tous les centres de Guyane ont ouvert leurs portes au public aujourd'hui. Le plus utilisé, beaucoup la pilule. Après, vous avez l'implant, qui est aussi beaucoup utilisé, puis vous avez la piqûre aussi. Alors, lequel est le plus utilisé? Je pense que c'est la pilule. Cette année, le thème de la manifestation s'articule autour d'une sexualité épanouie et sans risque. Le service de protection maternelle et infantile, ou PMI, assure la protection sanitaire de la mère et de l'enfant, mais organise aussi des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Pour les portes ouvertes, des ateliers de sensibilisation étaient proposés aux collégiens et lycéens. Ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas en violant l'intimité, parce qu'en prenant le portable de quelqu'un, en fouillant le portable, de la même manière, vous allez sentir, si on fait ça, vous serez sentirez mal à l'aise.
n'allez pas presser pour fouiller vos affaires, pour savoir votre intimité. Alors, est-ce qu'il faut faire ça pour les autres, sous prétexte que vous voulez avoir une réponse? Le respect, on se respecte soi, mais on respecte les autres. On respecte l'intimité de l'autre. La fin ne justifie pas les moyens. C'est vraiment pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les parents, en fait, pour qu'ils puissent avoir un échange, pour vraiment que, en fait, qu'il y ait la notion de respect. Parce que à la PMI, c'est vrai qu'on parle de la prévention, mais il est important aussi de développer au sein de la famille des valeurs, justement, pour pouvoir protéger et inculquer certaines choses pour justement prévenir ce genre de situation-là. L'objectif de cet événement est de découvrir les services proposés par la collectivité territoriale pour les familles. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons l'opération Entreprendre au lycée qui était au lycée de Port-Louis aujourd'hui. Et puis les établissements de Petit-Bourg qui disent oui à la Wi-Fi. Nous le verrons tout à l'heure. Ce sont 29 mini-entreprises représentant plus de 206 lycéens et 59 encadrants qui ont participé aujourd'hui au séminaire Apprendre à entreprendre au lycée polyvalent du Nord Grande Terre de Port-Louis. Cette opération qui est financée par le FSE, la région Guadeloupe et le rectorat est une démarche pédagogique de sensibilisation à la culture entrepreneuriale, combler le fossé culturel qui existe entre l'école et l'entreprise en démystifiant l'acte d'entreprendre. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Entreprendre en lycée, une opération pédagogique dans laquelle les lycéens, les étudiants et les apprentis simulent la création et le fonctionnement d'une mini-entreprise au sein de leur établissement scolaire. Ce dispositif, mis en place par le rectorat, copiloté par la région et cofinancé par le FSE, est une opération qui a porté ses fruits. Un certain nombre de chefs d'entreprise actuels est passé par Entreprendre en lycée. Le CRU de cette année se compose d'élèves très créatifs, imaginatifs et innovants. Les élèves vont occuper de véritables fonctions, PDG, directeur, gérant, et ils vont pouvoir créer leur entreprise, ils vont acheter des produits, ils vont produire, ils vont commercialiser, ils vont gérer leur entreprise. Ce seront de véritables entrepreneurs et l'objectif de l'opération et de les éduquer à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de leur donner le goût d'entreprendre, de leur donner les outils nécessaires pour que demain, ils puissent se dire, bon, l'entreprise, ça me plaît bien, c'est ce que je veux faire, ou ça me plaît pas trop, je préfère être salarié. 6 ateliers animés par des coachs et des chefs d'entreprise ont été organisés pour sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur des questions importantes comme le statut juridique, SARL, EURL, SAS, ou encore comment vendre et fidéliser ses clients, comment gérer et manager. Avoir une posture de leader, ça s'apprend. Quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, on est confronté à une nouvelle réalité. On doit gérer des activités, on doit gérer des imprévus, on doit surtout gérer des personnes. Et puis on doit aussi gérer une dimension qui est quelquefois un peu plus difficile à saisir, qui est celle du sens, de la vision, du rêve aussi. Oui, parce qu'on a tendance à vouloir opposer rêve et réalité. Une réalité telle qu'elle est, c'est souvent la matière du rêve. C'est parce qu'on est confronté à des difficultés, c'est parce que les choses ne sont pas comme on souhaite qu'on émet des désirs nouveaux. Maintenant, le piège, c'est de se laisser enfermer dans une réalité qui nous renvoie une image qu'on n'a pas envie de voir, et il faut l'accepter. Surtout quand on est entrepreneur, le marché n'a pas tort, en fait. Et à la fin, c'est le marché qui décide. Quelquefois, ça peut prendre du temps. Donc même quand le marché n'est pas favorable tout de suite ou ne répond pas favorablement tout de suite, il faut persévérer. Persévérer jusqu'à l'obtention de résultats, c'est ce qu'il faudra retenir de tous ces ateliers. Les futures équipes dirigeantes ont du pain sur la planche, avec comme premier prix au bout la possibilité de partir au Canada. En attendant, allez au travail. Et nous avons profité de ce rassemblement pour demander aux lycéens de raconter leurs projets. On les écoute. Bonjour, je suis Lanois Jonas, je suis le manager de l'entreprise Doit. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui créent de donuts et il y a environ 2 entreprises aussi. Mais je voulais créer cette entreprise-là juste pour augmenter les donuts aussi. Alors, je m'appelle Léo Brabant, je viens du lycée Vleborg à Sainte-Anne, j'ai 17 ans et pour entreprendre en lycée, on a décidé de créer une marque de vêtements qui va s'appeler T-Scarf, qui va être une marque plus de skate et de surf. Mais ça va être aussi basé, on peut faire d'autres types de t-shirts avec. Donc moi je m'appelle Maxolinka, je viens du micro-lycée. Donc on s'est engagé à entreprendre un lycée. Donc
que comme projet, on a sur le tourisme. Donc on a une entreprise qui sera créée, qui sera axée sur le tourisme, avec plusieurs packs qu'on va proposer, donc sur la découverte, la culture et le beau-cantage. Donc on va aussi découvrir la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Donc je vous invite de nous soutenir et voilà. Je m'appelle Bidon Laetitia. On a construit comme entreprise Péricante. Donc du coup, c'est dû à notre travail à nous. On fait une formation de bac périculture-posticheur. Donc du coup, en continuité du travail qu'on fait en cours, donc on a voulu créer une entreprise avec ce qu'on apprend en cours en fait. Kélia et Léor. Alors nous sommes l'entreprise Swapsup. C'est une entreprise de savon. À base, c'est pour inciter les enfants à se laver les mains, parce qu'on va insérer un jour à l'intérieur, parce qu'à chaque fois les enfants, on doit courir après eux pour leur dire va te laver les mains, va-ci, va ça. Raphaël Auréline. Alors nous avons choisi l'entreprise de India Délices parce que nous avons remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de culture indienne en Guadeloupe. C'est pour faire ressortir les délices indiennes comme le vadel, le lotiapouli, le chidé et le poignalon. Et à Petit-Bourg, 2 écoles élémentaires ont désormais le Wi-Fi, l'école de la Lézarde et celle de Daubin. Il s'agit de la première livraison d'un programme d'équipement numérique qui concerne 12 établissements de la ville. Près de 110 000 € ont été investis pour faire passer les écoles de Petit-Bourg à l'ère du numérique. On regarde le reportage d'Yvan Lemar dans l'une de ces écoles. Absolument. Je trie mes plastiques, mes verres et tout pour la contribution. Oui, bien sûr, mais je suis les consignes qui sont marquées sur les différentes poubelles. Si c'est des papiers, je mets les papiers. Je trie, moi aussi, un peu, ici, quand on me donne la possibilité. Parce que quelquefois, on n'a pas forcément des poubelles à certains endroits. Oui, non, toujours pareil. Hein. C'est tout le monde qui a assemblé pour nous faire un seul butin. Un seul petit mouvement pour que... comme déchets pas traîner dans ces là. Oui, tout à fait, parce que quand je viens à la plage ici, des choses qui contribuent à la pollution, je laisse dans ma voiture. Et je dépose à la maison, c'est-à-dire parce que je fais le tri sélectif. Alors, tout ce qui est plastique, des bouteilles de verre, enfin tout ce qui pollue, je mets tout cela dans des bacs qui sont là spécialement pour cela. Et je trouve que c'est très important. Bon, déjà, j'ai acheté des choses qui sont dans des emballages déjà recyclés. Et j'habite à Bemao, et donc à Bemao, il y a déjà un tri sélectif dans la commune. Donc c'est très facile. On a tout ce qu'il faut. Je mets dans les poubelles, bien sûr. Il faut mettre dans les poubelles, essayer de ne pas tout jeter à terre. Surtout quand on roule en voiture, mais jeter bien nous. On essaie de ne pas faire ça, toujours mettre dans la voiture pour jeter après, c'est important. Je suis toujours prêt. Chez moi, il y a des poubelles jaunes, il y a des poubelles vertes. Je fais en sorte de mettre les cartons dans les poubelles jaunes. Je surveille quand ça passe. C'est vrai que je rate des fois le jour de passage, mais sinon, je suis prêt. Je ne mets pas par terre, il n'y a pas de souci. Et si tout le monde pouvait faire comme ça, toutes les choses auraient bien marché. Il y a des gens, moi, quand j'ai des trucs, je ne les jette pas comme ça sur la route. Quand j'ai un papier, je mets le papier dans ma voiture et en arrivant chez moi, je fais glisser dans ma poubelle. Et vous l'avez compris, il s'agissait d'un micro-trottoir sur la question « Êtes-vous prêt à contribuer à la réduction des déchets ?» des réponses récoltées par Anne-Elisabeth Artsen. On regarde tout de suite le reportage d'Yvan Lemar sur ces écoles de Petit-Bourg désormais équipées de la Wi-Fi. Cette valise numérique est composée de 15 tablettes et casques audio, un ordinateur, un vidéoprojecteur, un tableau interactif. Elle est équipée d'un routeur Wi-Fi. Parmi les tablettes, une est dédiée au professeur pour une meilleure gestion de la classe. Le professeur peut à tout moment contrôler ce qui se passe dans sa classe, animer l'acte d'apprentissage. Il peut aussi mettre sa classe en groupe de besoins. Donc il a des enfants qui peuvent travailler en autonomie, qui peuvent travailler, s'auto-évaluer, et il peut aussi, entre-temps, travailler avec des élèves pour une autre façon, une autre modalité de prise en charge des élèves. Donc sur un même temps pédagogique, l'enseignant peut alterner les modalités de prise en charge. Il y a une gestion du temps, il y a une gestion de l'espace, il y a une gestion des contenus pédagogiques en conformité avec les programmes, d'où la valeur ajoutée de l'usage pédagogique des outils et moyens numériques. Chaque école de Petit-Bourg sera dotée d'une valise numérique.
Elle pourra être utilisée par différentes classes à tour de rôle. Pour l'instant, c'est 110 000 € en termes d'équipement, l'achat des différentes tablettes. À cela, il faut ajouter les coûts de formation et aussi en termes d'organisation, puisque nos techniciens ont été formés sur ce matériel et vont pouvoir assister les enseignants, les écoles. Mais ce que nous allons faire sur Petit-Bourg, nous allons faire en sorte qu'une classe soit une classe numérique, ce qui voudrait dire que les enfants vont travailler uniquement avec des tablettes. Donc il y aura une classe pilote pour voir quels sont les résultats, comment, après cette expérimentation, comment faire pour l'ensemble de la ville. Donc ce sont vraiment cette volonté de développement numérique. Après les écoles de Daubin et de la Lézarde aujourd'hui, l'ensemble des écoles de Petit-Bourg devraient être équipées de valises numériques d'ici décembre 2018. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Gosier. Des coupures sont prévues dès demain 18h avec un retour de l'eau dans vos robinets le lendemain à 6h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la clinique choisie à Montauban-Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 27 novembre. Nous l'avons vu ce soir, l'association Culture d'enfance a été contrainte de fermer une crèche à Gosier et une autre à Lamentin. Les parents sont choqués, les employés sont désemparés. Nous avons tenté ce soir de faire le point sur cette affaire qui cache des actes comptables douteux. Et les surveillants de prison ne décolèrent pas. Ce matin, ils ont perturbé le fonctionnement de l'établissement de Bemao. Ils veulent que le détenu qui a ébouillanté un de leurs collègues soit transféré. Le mouvement pourrait bien être reconduit demain. 209 lycées entrepreneurs en herbe ont donné au lycée de Port-Louis les premiers coups de manivelle du concours Entreprendre en lycée. Une équipe d'ATV Guadeloupe était sur place pour voir tous ces jeunes grimper les premières marches de la créativité. Et puis la ville de Petit-Bourg prend de l'avance. Le maire a inauguré ce matin le passage au numérique de plusieurs établissements. La commune et l'académie veulent mettre la révolution numérique au service de l'apprentissage. Merci d'avoir choisi ce soir ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.